Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme tourmenté. Difficile de ne pas l'être quand on est le père de la bombe atomique et qu'on est pacifiste. Robert Oppenheimer est l'un des génies de la science du XXe siècle. Malgré ses affinités avec le communisme, il est placé à la tête du projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'est le nom de code de la mission de recherche qui a mené à la création de la première arme atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Constamment surveillé par le FBI, entouré d'espions soviétiques, Oppenheimer est tiraillé entre ses désirs de gloire, sa volonté de maîtriser une nouvelle technique et sa détermination à mettre fin à la guerre. Mais rien ne se passera comme il l'imaginait. Tel Faust qui signe un pacte avec le diable pour la gloire, Oppenheimer payera cher le prix de ses ambitions. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui dans un récit en 2 parties. Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Épisode 1. Faust à Los Alamos. Nous sommes au milieu du désert, au Nouveau-Mexique, dans la vallée de la Jornada del Muerto, le 16 juillet 1945. Le jour n'est pas encore levé. Robert Oppenheimer attend fébrilement que tout soit prêt pour l'essai Trinity, l'explosion de la première bombe atomique de l'histoire conçue par son équipe au laboratoire de Los Alamos. Il fume cigarette sur cigarette en lisant Baudelaire. La bombe surnommée Gadget est hissée au sommet d'une tour de 30 mètres. À 5h29 du matin, elle est activée. Une explosion incroyable comparable à 20 kilotonnes de TNT crée une déflagration si puissante que l'onde de choc parcourt 160 km à la ronde. Une lumière blanche illumine le paysage comme en plein jour. Un champignon haut de 12 km s'élève dans le ciel. Voilà ce que peut donner une explosion avec 6,19 kg de plutonium quand on applique la célèbre équation d'Einstein, E égale mc au carré. Dans l'enceinte de confinement, les yeux protégés par des lunettes spéciales, Oppenheimer a observé l'essai qu'il attend depuis 5 ans. Il murmure « It worked », ça a marché. Mais en son fort intérieur, ce passionné de sagesse hindouiste se remémore les mots du Bhagavad Gita, un poème en sanskrit qui raconte l'histoire de la divinité Krishna. « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Le 22 avril 1904, Julius Oppenheimer accueille le fils que sa femme Ella vient de lui donner. Cet immigré allemand a fait fortune en quelques années grâce à son travail acharné. Son premier-né est prénommé Julius Robert. On l'appellera Robert. L'enfant a hérité de la détermination de son père et de la beauté délicate de sa mère. À cette époque, ce sont les hommes qui font la conquête du monde et on attend des mères qu'elles transmettent beauté et douceur. Choyé par ses parents, Robert est initié aux arts et aux lettres loin des enfants de son âge. Lorsqu'il entre à l'école, ses camarades voient en lui un petit garçon arrogant et ses professeurs un singe savant. Il est parfois renvoyé des cours non pas parce qu'il s'est mal comporté, mais parce qu'il en sait plus que ses enseignants. Robert est brillant. Il s'intéresse autant aux sciences qu'à la philosophie, à la poésie et à la spiritualité. Il parle plusieurs langues et il rêve de devenir célèbre grâce à cet intellect qui le singularise et le fait se sentir isolé du monde. Ce que les autres prennent pour de l'arrogance n'est souvent qu'un moyen de cacher son mal-être face aux gens.
En 1922, à 18 ans, il intègre Harvard où il suit simultanément plusieurs cursus de sciences et de lettres. La vie sur le campus le stimule intellectuellement, mais renforce sa solitude. Robert flirte avec la dépression. 3 ans plus tard, alors qu'il se trouve au Cavendish Laboratory de Cambridge, il publie plusieurs articles reconnus pour leur qualité en astrophysique et malgré cela, il doute cruellement de son talent. Il achève ses études aux Pays-Bas où il se forme à une toute nouvelle discipline, la physique quantique, un ensemble de théories qui visent à expliquer les comportements de l'infiniment petit, ceux des atomes et des particules qui les constituent. De retour aux États-Unis en 1929, Robert Oppenheimer, désormais docteur en physique, est le seul scientifique américain formé dans ce domaine de pointe. Il fonde alors une école de physique théorique à l'université de Berkeley, près de San Francisco. Sur l'estrade de sa salle de cours, Oppenheimer, bel homme mince au regard bleu perçant, orateur de génie, subjugue ses étudiants. Des étudiants qui ne comprennent rien tant le cours est complexe. Le professeur écrit des équations à toute vitesse sur le tableau noir tout en fumant des cigarettes. Bien que déconcertés, les élèves l'idolâtrent. Oppenheimer est doté d'un charisme hors du commun. Occupé à ses équations, le physicien ignore pendant plusieurs années les conséquences du krach boursier de 1929 qui mine pourtant le moral de ses étudiants. C'est une femme qui va lui ouvrir les yeux sur la misère d'une partie des Américains. En 1936, Oppenheimer rencontre par l'intermédiaire d'amis communs Jean Tatlock. Cette femme passionnée et sensible est psychologue et militante communiste. Robert, qui n'avait jamais vraiment osé approcher les femmes, alors qu'il charme toutes les personnes qu'il rencontre, tombe amoureux pour la première fois. Jean lui fait découvrir le communisme. Robert s'y intéresse parce que certaines idées sur la justice sociale le touchent. Mais il est trop indépendant d'esprit pour suivre une idéologie à la lettre. Jean est une femme brillante, mais tourmentée. Elle serait dépressive parce qu'elle n'assumerait pas son homosexualité. L'homophilie n'était pas tolérable dans les États-Unis des années 30. Auprès d'elle, Robert se voit en chevalier blanc, mais Jean refuse d'être sauvée de son mal-être. Elle quitte Robert après 3 ans de relation et lui brise le cœur. Le physicien se console dans les bras de Kitty Harrison, une autre communiste passionnée et fragile qui quitte son mari pour l'épouser. Oppenheimer a 36 ans et il est le 4e mari de sa femme. Fin 1938, en Allemagne, le physicien Otto Hahn publie un article sur la fission nucléaire. Si on brise un atome, ces fragments libèrent de l'énergie et des neutrons qui casseront à leur tour d'autres atomes à proximité et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Les découvertes de Hahn sont à l'origine des recherches sur l'énergie nucléaire. Une énergie qui pourrait servir à faire une bombe à la puissance dévastatrice. Albert Einstein redoute les mauvaises applications de ces découvertes. Réfugié aux États-Unis depuis la montée du nazisme, il écrit au président Roosevelt qui décide de lancer le comité Uranium pour mener une réflexion sur les armes atomiques. Au début de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays se livrent une course funeste pour créer une arme nucléaire et prendre un avantage décisif sur leurs ennemis. Malgré l'urgence, les réflexions de ce comité ne sont pas très fécondes, du moins jusqu'à un épisode tragique. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. Dès le lendemain, les États-Unis s'engagent dans la Seconde Guerre mondiale.
Le général Leslie Groves est alors chargé de recruter une équipe pour travailler sur le développement de la bombe atomique. C'est le projet Manhattan. En tant que militaire, il coordonne cette mission pour le compte du ministère de la Défense. Groves est ingénieur. Il a notamment supervisé la construction du Pentagone, le quartier général du ministère de la Défense américain. Il souhaite mettre à la tête de son projet un directeur scientifique capable de lui expliquer simplement l'avancement de ses recherches. Il mise sur Robert Oppenheimer, le génie de Berkeley. Leur rencontre a lieu dans un train qui roule vers New York. Lors de cet entretien, Oppenheimer subjugue Groves. Il lui explique en des termes clairs des concepts de physique. La maîtrise de la fission nucléaire pourrait conduire à la création de bombes en application de l'équation de Einstein, E égale mc2. L'énergie disponible dans une masse est égale à la vitesse de la lumière au carré. C'est colossal. Pour faire simple, on peut convertir une toute petite quantité de matière en une très grande énergie. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'une étoile qui fonctionne comme un réacteur nucléaire et qui produit de la lumière et de la chaleur. Oppenheimer est capable de rendre ses recherches accessibles et il rêve en plus de reconnaissance et de gloire. En dirigeant le projet Manhattan, il entrerait dans l'histoire. Groves comprend qu'il a trouvé le candidat idéal. Un homme prêt à tout pour briller, qui ne comptera pas son temps et lui fera des rapports limpides. Oppenheimer ne sait pas qu'il est en train d'accepter un pacte faustien, vendre son âme au diable pour la gloire. En effet, Robert est profondément pacifiste, comme la très grande majorité des physiciens de son époque. Seule la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche théorique sans application concrète, les intéresse, car tout est à découvrir. Le monde scientifique se livre donc à une course effrénée pour percer les mystères de la physique nucléaire. Chaque physicien rêve d'un prix Nobel. Et Oppenheimer aussi. Il se dit que s'il fabrique une bombe atomique, il créera une force d'intimidation qui mettra nécessairement fin à la guerre. Il veut y croire, alors il négocie avec sa conscience. Il ne sait pas que ces conflits internes se lisent sur son visage et que le FBI surveille chacun de ses mouvements. Le renseignement américain s'oppose d'abord à la nomination d'Oppenheimer à la tête du département scientifique du projet Manhattan. Le professeur de Berkeley est perçu comme un communiste, un rouge inféodé à l'URSS, et il est peut-être même un agent secret. Mais Groves n'en démord pas. Il veut Oppenheimer. Une fois officiellement nommé lieutenant par l'armée et en charge du projet Manhattan, Oppenheimer sillonne les États-Unis pour embaucher les plus grands scientifiques résidant sur le territoire américain. Beaucoup sont des Juifs qui ont fui l'Allemagne nazie ou des Italiens dégoûtés par le fascisme. Parmi eux, il y a Richard Feynman, juif du Queens, spécialiste de physique quantique et futur Nobel, l'Italien Enrico Fermi, créateur de la première pile atomique et nobelisé pour ses travaux en 1938, Hans Bethe, lui aussi futur Nobel, qui travaille sur l'uranium, ou encore Edward Teller, un juif autrichien exilé, sans doute le moins pacifiste de tous, et qui travaille sur la fission nucléaire. Oppenheimer leur fait la même promesse à tous. Travailler dans un endroit fantastique pour un projet top secret à la pointe de la recherche en physique. Impossible de résister. Cependant, les membres du projet Manhattan refusent de travailler chacun de leur côté en cloisonnant leurs recherches. Bien que l'armée rêve de les isoler les uns des autres pour des questions de sécurité, elle ne peut pas lutter contre les us et coutumes des scientifiques. Alors Groves décide de les réunir dans une base militaire sécurisée. C'est Oppenheimer qui trouve l'endroit idéal. Quand il était petit, il partait en cure au Nouveau-Mexique près de Los Alamos.
Décor de western dans des vallées couvertes de poussière rouge, loin de tout, Groves est conquis. La base militaire de Los Alamos sort de terre en quelques semaines avec ses laboratoires ultramodernes, ses quartiers résidentiels pour les chercheurs et les militaires, ses guérites, ses checkpoints. Cette vie sous le sceau du secret défense semble très exotique aux chercheurs qui ont un mal fou à s'y plier. Par exemple, le grand jeu de Richard Feynman est de sortir du camp par un trou dans la clôture et de rentrer par les guérites pour montrer aux soldats qu'il est très facile d'échapper à leur vigilance. Il s'amuse aussi à crocheter les coffres forts pour passer des documents secrets d'un coffre à l'autre. Mais la vie de laboratoire n'est pas si simple. Chapeau façon Indiana Jones vissé sur la tête, Oppenheimer gère les esprits les plus brillants du pays, qui, loin d'être de purs esprits d'ailleurs, ont des égos démesurés. Il se fait de Edward Teller un ennemi mortel quand il lui préfère Hans Bethe comme chef de département. Mais Oppenheimer n'y prête pas attention. Il a tant de chercheurs à superviser, et puis il se fait surveiller constamment. Le FBI doute toujours de sa loyauté. Il en plaisante parfois avec sa femme Kitty quand ils se téléphonent car ils se savent sur écoute. Et de fait, il n'a pas souvent l'occasion de plaisanter car Kitty est alcoolique depuis la naissance de leur deuxième enfant. Parfois, le soir, Kitty invite à dîner l'une de ses amies, Elisabeth Zarubina. Cette belle brune au regard de braise est la femme d'un diplomate russe. Kitty aime parler de communisme avec elle. Pendant leur dîner, Elisabeth Zarubina incite Oppenheimer à se montrer plus prudent dans l'expression de ses idées politiques. Plus il se tiendra à distance des idées communistes, et mieux ce sera. Oppenheimer l'écoute avec attention. Zarubina, bien que mariée à un russe orthodoxe, est elle-même juive. Elle a aidé beaucoup de ses coreligionnaires à fuir l'Allemagne nazie vers l'Amérique. À ce titre, elle connaît de nombreux physiciens et invite Oppenheimer à recruter certains d'entre eux comme Klaus Fuchs ou Theodor Hall. Le directeur du projet Manhattan écoute les conseils avisés de Zarubina et intègre ses chercheurs au laboratoire de Los Alamos. Sait-il que Zarubina est une espionne soviétique à la tête d'un énorme réseau qui comprend même la dernière maîtresse de Einstein, Margarita Konenkova ? A-t-il conscience que les chercheurs qu'elle lui a fait embaucher sortent des dossiers top secrets de Los Alamos qui partent en valise diplomatique vers l'URSS ? Oppenheimer est peut-être naïf. Ou alors, il sait qu'une seule nation ne peut pas posséder la bombe atomique, sans quoi elle pourrait imposer violemment son hégémonie aux autres. Alors, pour empêcher son pays de devenir tout-puissant sans le trahir, le plus simple est d'espérer que des loups entrent dans la bergerie par la porte qu'il a lui-même ouverte. Au laboratoire, les tensions s'accentuent. Edward Teller souhaite mener des recherches sur la bombe H, la bombe à hydrogène encore plus puissante et destructrice que la bombe A qui occupe tous les chercheurs de Los Alamos. Oppenheimer met un frein à ses velléités et lui rappelle l'objectif du projet Manhattan. En réalité, l'émulation scientifique grise Oppenheimer, mais au fond de lui, il est angoissé par l'idée que ces découvertes puissent avoir des conséquences meurtrières. Voilà pourquoi rechercher la technologie de la bombe H lui semble dangereux et hors de propos. En 1943, Oppenheimer reçoit un message d'une vieille connaissance qui va lui offrir l'occasion de quitter quelques jours le climat pesant de Los Alamos. Jean Tatlock, son premier amour, souhaite le revoir. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Robert Oppenheimer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans l'épisode précédent, Robert Oppenheimer, physicien génial et charismatique, a été choisi par le général Leslie Groves pour piloter le projet Manhattan, dont la mission est de fabriquer la première bombe atomique de l'histoire pour les États-Unis. Mais Oppenheimer est tourmenté. Il est à la fois grisé par la recherche scientifique et effrayé par le potentiel destructeur de ses découvertes.
il est aussi étroitement surveillé par le FBI pour ses accointances avec des communistes. Épisode 2. Le prix de la gloire. À la mi-juin 1943, Oppenheimer quitte le laboratoire de Los Alamos pour quelques jours. Son amour de jeunesse, Jean Tatlock, souhaite le revoir et il se précipite dans ses bras. La militante communiste, rongée par une lourde dépression, lui annonce qu'elle l'aime toujours. Après une nuit avec elle, il rentre au Nouveau-Mexique où il poursuit ses travaux sur la bombe atomique. 2 ans plus tard, en mai 1945, l'Allemagne se rend. La guerre se termine avant la fin de la course à l'armement nucléaire. Les yeux bleus d'Oppenheimer semblent assombris par des tempêtes intérieures. Il n'est pas certain qu'il soit nécessaire de poursuivre le projet Manhattan. Il ne souhaite pas créer des armes destructrices pour de futures guerres. Mais le Pentagone n'est pas de son avis. Et puis, leurs recherches sont sur le point d'aboutir. Il faut aller jusqu'au bout. Les physiciens appellent leurs bombes des gadgets et désormais, l'un de ces gadgets est prêt à être testé. La première bombe atomique créée à Los Alamos est testée dans la vallée de la Jornada del Muerto au petit matin du 16 juillet 1945. Elle explose à 5h29, en semant la mort et la désolation dans un rayon de 160 km. Oppenheimer est ravi par son succès technique et dévasté par le potentiel meurtrier de son arme. Ses collaborateurs témoignent de son apparence stoïque au moment de l'essai Trinity. « Ça a marché », murmure-t-il. Mais en son fort intérieur, il se récite la prophétie de Krishna dans le Bhagavad Gita, comme il le confessera bien plus tard lors d'une interview. « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Quelques jours plus tard, Oppenheimer assiste à une réunion de défense top secrète avec le président des États-Unis et le général Leslie Groves. Il est question de forcer le Japon à se rendre et de venger l'humiliation de Pearl Harbor. Pour cela, les États-Unis largueront 2 bombes sur des sites stratégiques, des villes liées à l'histoire glorieuse du Japon. Les bombes tueront des civils et mineront le moral de tout le pays, mettant fin à l'effort de guerre. Pour le physicien, cette réunion est une torture. Il ne veut pas avoir des morts sur la conscience, mais refuse de s'opposer à la décision du gouvernement en raison de ses valeurs, loyauté et patriotisme. Il exprime tout de même ses réticences malgré la volonté du président Truman. Le 6 août 1945, à 8h16, la bombe atomique baptisée Little Boy explose à l'aplomb de l'hôpital Shima situé en plein cœur d'Hiroshima. Cette ogive contient 64 kg d'uranium-235, dont seulement 700 grammes entrent en fission, c'est-à-dire 1,1%. La puissance de son explosion est comparable à près de 15 kilotonnes de TNT. Le centre de la ville est soufflé. 70 000 personnes meurent sur le coup dans un rayon de 12 km. Une bulle de gaz incandescent produit une onde de choc qui brûle les personnes situées au-delà de cette zone. Des vents entre 300 et 800 km/h balayent tout sur leur passage. Alors que le champignon atomique s'élève dans le ciel, des incendies se déclenchent sur des dizaines de kilomètres. Puis, les poussières radioactives se mettent à voler et retombent au sol, plaquées par une pluie noire et grasse qui pollue les eaux et la terre. Le véritable enfer ne fait que commencer pour les survivants. Une partie de l'équipage de l'Enola Gay, l'avion qui a largué les bombes, est pris de remords face à la puissance inédite de la déflagration. Des remords vite étouffés par leur patriotisme et leurs collègues. Trois jours plus tard, le 9 août, le même scénario recommence à Nagasaki. La bombe Fatman est encore plus puissante. Son explosion correspond à 20 kilotonnes de TNT. Elle contient 6,4 kg de plutonium-239 et tue 35 000 personnes sur le coup.
C'est moins qu'à Hiroshima car la ville est contenue dans une vallée dont les reliefs brisent l'onde de choc. Entre ces deux villes, près de 100 000 personnes meurent encore dans les jours suivants à cause des radiations, des incendies et des famines. Aux États-Unis, Robert Oppenheimer est devenu un homme triste. Il a perdu sa faconde et son charisme. La culpabilité est un poison qui le ronge de l'intérieur. Lors d'un rendez-vous avec le président Truman, il se plaint d'avoir du sang sur les mains. Celui-ci se met en colère parce que le bombardement, c'était sa décision à lui. Il refuse de revoir Oppenheimer à la Maison-Blanche et il qualifie désormais le chercheur de cry-baby scientist, de pleurnicharde scientifique. Oppenheimer demande à quitter la direction scientifique du projet Manhattan. Il a rempli la mission pour laquelle il avait été recruté. Le 16 octobre 1945, il est remplacé par le physicien Norris Bradbury. Le pacte de Faust est consommé. Oppenheimer a vendu son âme au diable pour être un scientifique célèbre. Il fait la une de tous les journaux, il est reçu dans tous les médias, mais le cœur n'y est pas. Le prix de sa célébrité est trop cher à payer et pourtant, toutes les universités d'Amérique lui font un pont d'or. Il enseigne à nouveau à Caltech et à Berkeley. L'année suivante, en 1946, le gouvernement américain crée la Commission de l'énergie atomique chargée de fabriquer l'armement nucléaire et Oppenheimer reçoit la médaille du mérite pour son action pendant la guerre. Il continue de donner des conseils au ministère de la Défense et prend la présidence du comité consultatif général de la Commission. En 1949, l'URSS fait exploser sa première bombe atomique au Kazakhstan. Les renseignements américains tombent des nues. Ils pensaient que les soviétiques avaient 10 ans de retard. L'hypothèse de traîtres et d'espions à Los Alamos se fait jour. John Edgar Hoover, le directeur du FBI, entame sa chasse aux sorcières. Faire payer les communistes qui ont trahi l'Amérique. Son action vengeresse est encouragée par le sénateur Joseph McCarthy, élu en 1950. Cette période de 4 ans, qu'on appelle le McCarthyisme, se caractérise par une lutte intérieure contre le communisme aux États-Unis dans le cadre de la guerre froide. Le pays est en pleine peur rouge. Elisabeth Zarubina, l'amie espionne de Kitty Oppenheimer, est rentrée en URSS dès l'année 1944 et ne travaille plus pour le KGB. Mais elle avait pris soin de placer de nombreux agents dans le projet Manhattan pour servir de fusible et protéger Oppenheimer. Si celui-ci venait à être soupçonné de trahison, l'identité des agents sous couverture serait révélée. Parmi les espions russes, il y a le physicien Klaus Fuchs. En 1950, cet Allemand est condamné à 9 ans de prison pour avoir divulgué des secrets sur la bombe atomique. Issu d'une famille anti-nazie, il avait intégré le Parti communiste dès les années 1930 et était probablement devenu un des agents dormants de Zarubina avant de partir en mission en intégrant Los Alamos. Il a échappé à la perpétuité car les États-Unis n'étaient pas en conflit frontal avec l'URSS quand il a été recruté dans le laboratoire. Donner quelques espions n'est pas suffisant pour protéger parfaitement Oppenheimer, qui est suspecté d'être un agent soviétique par certains de ses anciens collaborateurs. Le FBI n'arrive pas à prouver qu'il est un véritable communiste, et encore moins un espion. Mais ils ont suffisamment de doutes pour suspendre ses habilitations secret défense. En 1954, le FBI lui fait subir une audition de sécurité qui doit permettre de déterminer s'il peut, oui ou non, garder ses autorisations à connaître des secrets militaires. Ce n'est pas la première fois que le FBI confronte Oppenheimer, qui avait déjà livré de son plein gré, et dans l'espoir de prouver sa loyauté, des noms de communistes dans son entourage, comme celui du professeur Chevalier, un de ses amis spécialisés en littérature française. Mais Oppenheimer vit cette audition comme une infamie. Son pays a une drôle de façon de le remercier pour les services qu'il lui a rendus. Écœuré, il regarde le FBI fouiller dans sa vie privée et professionnelle.
le comité d'audition lui demande de parler de sa visite à la communiste Jean Tatlock, son ancienne amante, en 1943. Oppenheimer jure que leur rencontre était purement sentimentale et qu'il ne lui a livré aucune information sensible. Jean était dépressive et elle s'est suicidée 6 mois après leur dernier rendez-vous. Si Oppenheimer s'en tire bien au sujet de sa liaison avec Jean, le témoignage d'Edward Teller s'avère accablant. Le physicien est un des ennemis intimes du père de la bombe A parce que celui-ci a freiné son ascension professionnelle au sein du projet Manhattan et l'a poussé à arrêter ses recherches sur la bombe H. Pour Teller, le comportement d'Oppenheimer est antipatriotique et suspect. Pendant les 27 heures de l'audition, le chercheur est humilié par tous les scientifiques jaloux de sa réussite qui ne rêvent que de sa déchéance. Seul Albert Einstein lui écrit une lettre de soutien. À l'issue de l'audition, le comité conclut que le docteur Robert Oppenheimer est un citoyen américain loyal, mais que ses sympathies pour des communistes justifient qu'on lui retire ses habilitations. Cette mesure se veut donc préventive et non punitive. Elle est surtout très humiliante. Dans l'ambiance de terreur rouge du macartisme, la déchéance d'Oppenheimer est le symbole du triomphe d'une Amérique débordante d'armes nucléaires. Elle en possède déjà 300 en réserve à cette date. Or, le chef du projet Manhattan véhicule publiquement un discours incitant à la prudence à l'encontre de la prolifération de ces armes. C'est cette voix mesurée que la partie la plus belliqueuse de l'Amérique a voulu faire taire. Oppenheimer retourne à la recherche fondamentale. Il devient le directeur de l'Institute for Advanced Study de Princeton, où il continue à faire rayonner son pays par la qualité de ses recherches et ses échanges avec d'autres physiciens. Malgré la reconnaissance de ses pairs, Oppenheimer s'enfonce dans un état mélancolique. Sa vie personnelle est un naufrage. Son épouse Kitty, toujours alcoolisée, vient l'humilier jusque dans son bureau quand elle ne met pas le feu à la maison parce qu'elle s'est endormie avec une cigarette à la bouche. Mais Robert continue à se voir en sauveur. Il refuse de la faire hospitaliser. La réalité est qu'elle est pour lui un dernier point de repère dans un monde qui se disloque où il se voit lui-même en génie destructeur. Ironie du sort, en 1963, le département de l'énergie des États-Unis décide de le distinguer pour ses travaux de recherche. Le président Lyndon Johnson lui remet le prix Fermi, du nom du physicien italien nobelisé qui avait travaillé avec lui sur le projet Manhattan. Son vieil ennemi, Edward Teller, avait été primé l'année précédente. Il est naturellement présent à la remise du prix d'Oppenheimer et devant la foule, il vient lui serrer la main pour le féliciter. Lui, l'homme qui, par jalousie, a participé à son éloignement du gouvernement. Quant à lui, Oppenheimer est un homme brisé, mais il est toujours très impliqué dans la recherche internationale. Il préside le congrès Solvay en 1964. Chaque année, l'événement rassemble les plus grands physiciens et chimistes du monde pour comparer leurs recherches et faire avancer la science. L'année suivante, Oppenheimer se voit diagnostiquer un cancer de la gorge. Il paie le prix de ces longues années où la cigarette a été sa compagne de chaque instant. Il meurt à Princeton le 18 février 1967. Le Faust de l'énergie nucléaire a définitivement rejoint les enfers. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. À bientôt!